L'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a été placé en résidence surveillée. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite du Tchad, où un nouvel appel à manifester a été lancé pour le 19 mai prochain. En République démocratique du Congo, des humanitaires sont sous le coup d'accusations d'abus sexuels. Et puis le Togo, le groupe des 5 qui invite le dynamique Monseigneur Koudrou à rejoindre les discussions politiques en cours. Voilà pour le menu de ce mercredi 12 mai 2021. Pour faire le débat avec moi sur le plateau, Francisco Napokura, journaliste freelance, est avec nous. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir mon très cher ami Firmin Teko et bonsoir aux téléspectateurs, aux amis de la New World TV à travers le Togo et dans le monde. Merci beaucoup Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité et salut à tous ceux qui nous suivent depuis le Canada et partout dans le monde, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis le Canada qui nous suit très bien. Merci beaucoup à lui, à ce compatriote du Canada. Le premier sujet donc c'est la Mauritanie. Un juge mauritanien a ordonné mardi le placement de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott, Nouvelle-Havanie, pour l'ancien chef de l'État inculpé pour corruption selon une décision du magistrat consulté. L'ancien président au pouvoir entre 2008 et 2019 a été entendu mardi par le juge d'instruction pour la deuxième fois depuis son inculpation pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite. En mars, Firmin Teko, le placement en résidence surveillée de l'ancien président est une mesure quand même, j'ai envie de dire, pour la personnalité en question est une mesure très grave. Ça veut dire que le pouvoir actuel de Nouakchott est sûr de son coup, sûr des accusations pour pouvoir placer Abdelaziz en résidence surveillée. Non, si on lance un certain nombre d'accusations vis-à-vis de l'ancien président, ça veut dire que celui-là qui le lance devrait aussi être mouillé. Parce qu'ils ont travaillé ensemble et ils ont collaboré. Donc, autant on le place en résidence surveillée, autant on parle de tous ces chefs d'accusation de corruption, de blanchiment d'argent, autant on doit voir aussi de son côté de l'actuel pouvoir ce qu'en est en réalité. Si on veut fouiller un peu dans le passé de l'ancien président, on doit fouiller également le passé du président actuel. C'est ça, parce qu'ils ont collaboré, ils ont travaillé, ils ont eu ensemble à diriger le pays de par le passé. Ils ont passé des années ensemble. L'autre chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que je me demande pourquoi il fait tout ça. Peut-être c'est une certaine popularité qui chercherait pour pouvoir briguer un second mandat, mais il va un peu plus fort. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de laisser l'ancien président chez lui et de l'appeler ou de lui demander à la justice de l'appeler de temps à autre si on a peur de lui et s'il représente une certaine menace. Mais là, actuellement, est-ce qu'il représente une certaine menace? Parce qu'on n'a pas forcé à quitter le pouvoir quand même. On n'a pas forcé à quitter le pouvoir. En quoi est-ce qu'il représenterait une certaine menace? Là, il va un peu trop fort. Je pense qu'il doit apprendre certaines leçons de la part de certains dirigeants d'autres pays africains. Ce qu'il est en train de faire, ça va compliquer peut-être cet esprit de dauphinat qui a essayé qui est en train de faire place sur le continent depuis un moment. Au niveau de l'Angola, on voit comment ça s'est passé. On voit comment ça s'est passé où un ministre de la Défense, un ex-ministre de la Défense devenu président est en train de titiller un peu l'ancien président, sa famille. Et au niveau de la RDC aussi, on voit comment l'ancien président est en train d'être mis en difficulté par l'actuel pouvoir. Je pense qu'il va falloir juste qu'il faille que les choses aillent beaucoup plus doucement pour qu'à l'avenir, ces exemples puissent inspirer d'autres pays aussi. Il y avait quand même une très bonne entente entre Mohamed Ould Abdelaziz et Mohamed Ould Ghazouani, l'actuel président. D'ailleurs, c'est grâce à Abdelaziz qu'il a été désigné candidat, qui lui a succédé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mésententes entre les deux hommes où on est ici véritablement en face d'accusations très sérieuses de malgouvernance? Nous sommes en face de la guerre entre deux Mohamed. Les deux s'appellent Mohamed. Et malheureusement, depuis 2008, où Aziz a quitté le pouvoir, en 2019, voilà, puisqu'il est en 2008, voilà, il est parti en 2019 à l'issue d'une élection où déjà lui-même, il avait placé son dauphin.
et qui finalement a pris le pouvoir. Mais on constate tous les jours depuis sa prise de pouvoir qu'il court derrière son ancien mentor, parce qu'il a été chef de cabinet, il a été son chef de cabinet pendant longtemps, et lui qui sort de vainqueur, il n'a pas laissé un temps de répit. Il n'a pas laissé, donc depuis c'est des poursuites ici et là. Il était interdit même de sortir de Nouakchott, et qui doit se présenter devant un juge 3 fois par semaine. C'est aussi très, très, très contraignant. Et bon, maintenant, il vient d'être encore écouté par le juge et qui l'accuse de tout. Corruption, malversation, blanchiment d'argent. Est-il qu'il y a quelque chose, il y a mouche quelque part. Quand on arrive, peut-être que Aziz est très intelligent et a pu mettre, disons, en cachette tout ce qu'il avait amassé, puisque même dans la semaine, il y a eu même des perquisitions dans l'une de ses résidences pour voir si on devait trouver des lingots d'or et autres, mais la fouille a été sanctionnée par, disons, un échec où ils n'ont rien trouvé. Donc voilà, que ce soit cette histoire de Mandarina, où quelqu'un choisit son dauphin, ou que si c'est un coup d'État, comme ce qui se passe, quand je dis coup d'État, comme l'assassinat de Idriss Déby, ou en RDC, où Kabila, au lieu de laisser le jeu démocratique libre, a préféré choisir le jeune Tshisekedi au lieu du candidat qui a gagné. Il a donné tout à l'heure l'exemple de l'Angola, où le président sortant également a choisi son dauphin qui est arrivé, mais qui dit monsieur, vous avez eu à régner sans rendre compte. Maintenant, il faut que vous rendiez compte de ce que vos familles ont détourné, il faut les rendre. Donc, je crois que les présidents qui sont au pouvoir doivent véritablement s'ouvrir aux principes démocratiques. Je pense que si vraiment la démocratie était vraiment en marche en Mauritanie, avec ce qui est en train de se passer, qui inculpe Mohamed Aziz, si véritablement les institutions avaient leur place et que la démocratie c'était totalement instaurée, si c'est un abus, on le saurait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un flou. Personne ne sait si il est accusé à tort ou c'est à raison. Donc, mais avec le temps, tout compte fait, c'est parce que on a signé, on dit que non, parce que quand il a quitté le pouvoir, et bon, bien sûr qu'il a commencé par être poursuivi, mais après, il s'est rallié, sinon il est rentré dans un petit parti politique, Rabat National. Donc, les gens se disent que bon, c'est parce qu'il est parti dans un parti d'opposition et qu'il s'opposerait au nouveau président, que voilà, et il trouve les moyens pour pouvoir le coincer. Donc, véritablement, si la démocratie était assise, et on saurait s'il était triché ou pas. Mais dans le cas actuel, c'est difficile de savoir. Alors, Abdelaziz lui-même parle d'un règlement de compte. Au niveau de son successeur, on évoque l'indépendance de la justice. Il y a quand même quelque chose à saluer lorsque vous avez été aux affaires et que votre successeur constate des malversations. Est-ce qu'il n'est pas de bon ton qu'il puisse enquêter et situer des responsabilités? Oui, c'est une très bonne chose. Mais ce successeur-là faisait partie du pouvoir sortant de l'ancien pouvoir. Pourquoi il n'avait jamais... C'est pour ça que l'ancien président menace de faire des déballages. Oui, exactement. Pourquoi il n'a jamais sorti ces genres de situations? Si on parle aujourd'hui d'indépendance de la justice, est-ce qu'à l'époque, il n'avait pas eu cette occasion pour pouvoir en parler? C'est la question fondamentale qui se pose. Moi, je pense que le problème n'est pas démocratique. L'ambition de l'actuel pouvoir, ce n'est pas démocratique. Ça n'a rien à voir avec la démocratie ou la bonne gouvernance. Moi, je pense que l'ambition, là, c'est beaucoup plus politique. Vous imaginez, c'est beaucoup plus politique. Regardez un peu le cas Rawlings. Rawlings a quitté le pouvoir, il a laissé le pouvoir, mais personne ne l'a jamais dérangé.
Personne là lui a jamais dit Ronis, tu fais la prison avec tout ce que tu as eu à faire, tu fais la prison parce que au nom de la démocratie on peut te poursuivre. Parce que Ronis a fait tuer des gens. Ronis avait du sang sur la main, mais personne ne l'a coincé. On ne l'a pas dérangé, on n'a pas brandi les principes démocratiques parce qu'au fait, derrière, il n'avait aucune ambition politique. Parce qu'on n'avait pas dit, Ronis n'avait jamais dit qu'il allait revenir. Et durant toute sa vie, paix à son âme pour ceux-là qui l'aiment, durant toute sa vie, il n'a jamais manifesté la volonté de revenir au pouvoir. Donc, on ne l'a jamais inquiété. Sinon, si on voulait parler des principes démocratiques, Ronis pourrait être inquiété. Il y avait assez d'éléments. Mais on ne l'a jamais fait. Regardez au niveau de l'Angola, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle de lutte contre la corruption et tout ça. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la lutte contre la corruption. Ça n'a rien à voir avec la démocratie qu'on veuille construire. Ce n'est pas possible. Parce que si on veut parler de la lutte contre la corruption, de la démocratie, celui-là qui est au pouvoir, qui était ministre de la Défense du président sortant, de l'ancien président, il aurait pu aussi être inquiété. Je pense que lui, à ce niveau, au niveau de l'Angola, l'actuel président, c'est parce il veut se battre pour un prochain mandat. Il veut être clean vis-à-vis au devant du peuple qui sera appelé à le voter au second mandat. Il veut être clair, il veut dire que c'est lui, il est plus blanc que la neige, que l'ancien président. Il avait fait montre d'un certain népotisme, il avait dirigé le pays avec un bras de fer, il y avait eu assez de corruption sous lui. Ici, au niveau de la Mauritanie, c'est parce qu'on a peur de lui. Et aussi, on a peur qu'il finance peut-être l'opposition. Vous imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il y a maintenant des scènes de perquisition chez lui, c'est parce qu'on veut prendre un certain nombre de choses, on veut mettre la main sur peut-être une partie de ses richesses, on a peur qu'il finance du jour au lendemain l'opposition, même si lui-même, jusqu'à présent, ne manifeste encore aucune volonté de revenir au pouvoir. Donc on a peur de lui, on a peur de ses richesses. C'est pour cela que... Ces avocats estiment qu'on veut l'empêcher de jouir de ses droits civils et politiques. On veut l'empêcher de continuer par faire de la politique. Son parti uni lui a été retiré, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Président du parti. Oui, bien sûr, c'est parce qu'il y a une volonté de le neutraliser. Voilà, c'est pour cela que je dis l'ambition du côté du pouvoir de Mauritanie, de Nouakchott est beaucoup plus politique. On veut le détruire. Il a de l'argent. Il peut encore parler politique. Donc, il peut encore, même s'il ne se présente pas comme candidat, il peut soutenir une certaine opposition. Donc ça met déjà à mal l'actuel pouvoir. Mais on n'oublie pas une chose du passé du président Ould Abdelaziz, c'est que c'est un ancien putschiste. Est-ce que ce réflexe-là, on a chassé le naturel, il ne va pas revenir au galop? Justement, c'est ce que peut-être l'autre est en train de a vu loin, il est en train de se protéger. D'accord, voilà. Mais Firmin vient de dire, vous avouez qu'effectivement, le gars, il a de l'argent, il a fait du blanchiment d'argent, certainement, parce que vous dites qu'il a de l'argent qui peut financer. Il a trouvé cet argent où? C'est pas parce qu'on a été président que subitement on doit être riche. Donc il faut qu'il prouve la source de l'argent. C'est ça, c'est ce que les juges sont en train de chercher. Si lui-même il dit qu'il y a des déballages qu'il peut faire, qu'il le fasse, et qu'il fasse ces déballages, et que le peuple sache ce qui est fait de ses biens. Pendant ces années, la Mauritanie quand même fait partie des pays très pauvres d'Afrique. Alors que déjà, quand on prend le commerce du bétail, en Mauritanie, c'est une richesse. Ils ont aussi le sous-sol riche et ils ont du pétrole également, la Mauritanie. Est-ce que vous voyez? Mais vous avez évoqué le cas du Ghana. Mais vous savez que le Ghana, si Ronlich peut-être n'a pas été touché, c'est parce que le Ghana a une chefferie traditionnelle très, très, très puissante. La chefferie traditionnelle du Ghana, lorsque un certain Ronlich voudrait laisser le pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'accord, où des chefs ont été à l'origine des pactes, disons en quelque sorte, qui ont été signés. La preuve, lorsque à chaque fois l'épouse de Ronlich veut venir à la présidentielle et autres, le monsieur n'a jamais été pour. Est-ce que vous voyez? Parce que lui-même, il a dit qu'il ne revient pas. Ok, c'est ça. Et maintenant, c'est la femme qui force et tout. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de démocratie en Mauritanie. C'est la même chose que j'ai dit. S'il y avait la démocratie, on saurait si on est en train de le toucher ou pas. Mais lorsque vous prenez le cas
de l'Angola. Mais le cas de l'Angola, c'est hallucinant. Quand vous prenez la petite fille de Dos Santos, je crois, qui est la plus richissime des femmes du continent. Parce que seulement son père a été président de la République. Est-ce que vous voyez? Alors que pendant ce temps, vous prenez l'Angola qui a besoin de l'argent pour financer des infrastructures, des investissements. Et quand on parle d'investissement de villes en Angola, vous savez ce que ça signifie. Donc, les gens ont pillé le pays pour mettre dans les caisses de la famille, pour mettre dans les caisses des maîtresses et autres, et que vous voulez que ça continue. En Mauritanie, c'est la même chose. C'est la même chose parce que les gens sont venus, ils étaient les tout-puissants, et à un moment donné, ils ont senti que peut-être la mouvance pour pouvoir faire peut-être un 3e ou un 4e mandat, ça ne va pas. Ils ont essayé de faire une certaine ouverture sans prendre véritablement les vrais gages qui devaient les assurer de pouvoir dépenser à volonté ce qu'ils ont amassé et enterré. Donc c'est tout ce qu'ils ont enterré qu'on est en train de chercher. Il faut qu'on les retrouve et qu'on les reverse dans les caisses de l'État mauritanien pour que le pays trouve de l'argent pour se financer. D'accord, on va marquer notre première pause tout de suite et nous revenons pour continuer de parler de la Mauritanie.